Jean-Luc Mélenchon, your very strong vote in the presidential election this year in France and the strong vote for the left front played a key role in the election of François Hollande as president. So what can the left front do now in this political situation to change the direction of the policies of this government in the direction you want to take? Sans le Front de gauche et les 4 millions d'électeurs qui se sont regroupés sur ma candidature, il n'y a pas de victoire de la gauche en France. Il n'y aurait pas eu de victoire. Ce point est très important parce que, pas seulement pour situer l'importance du rôle particulier du Front de gauche, mais pour comprendre la dynamique de la société. François Hollande a été donc élu de manière assez courte, avec 1 million de voix d'avance. Au point de départ, donc, la majorité qui chasse M. Sarkozy n'est que de 1 million de voix d'avance. Il me semble que le premier devoir d'un gouvernant dans cette situation, c'est déjà d'homogénéiser sa majorité. Et c'est exactement le contraire qu'a fait François Hollande. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si ces 4 millions de voix-là étaient en quelque sorte égarés. Bon, une espèce de... Il les regarde comme une crise de nerfs. Les gens ont voté pour le Front de gauche, mais bon, ça n'a pas d'importance. Nous n'avons pas voulu entrer au gouvernement de M. François Hollande parce que nous savions qu'il se situait dans le cadre des traités européens, 3% de déficit et pas plus, politique d'austérité, etc. Nous le savions. Vous savez, les gens ne nous ont pas cru. Ils se sont dit, Mélenchon exagère, c'est parce qu'il est fâché avec M. Hollande, comme si c'était un conflit personnel. Et d'ailleurs, dans la presse, on disait, ils sont fâchés, ils ne s'aiment pas. Mais ce n'est pas du tout une affaire personnelle. Personne ne peut se fâcher avec M. Hollande. Je veux faire cette révélation. C'est impossible. Il a très bon caractère, au contraire de moi. Donc ce n'est pas du tout une affaire personnelle. C'est une affaire de ligne politique. Donc nous avons pensé qu'en prenant nos distances, en montrant que nous étions prêts à lui donner sa chance, nous nous sommes abstenus sur le vote de confiance. Nous avons donné sa chance. Pas sectaire. Nous n'avons pas jugé par avance. Mais nous sommes restés dans une attitude raisonnée. Chaque texte de loi, nous l'examinons un par un. Bon, il a complètement raté l'examen de passage. Et maintenant, nous voulons être le recours à gauche, l'alternative à gauche. Et je voudrais qu'on comprenne bien ce point. Nous ne sommes pas une force de témoignage. Nous sommes très romantiques, bien sûr, mais nous ne limitons pas notre personnalité politique au romantisme du changement. Nous sommes prêts demain matin à gouverner. Donc nous devons incarner cette alternative. Et pas simplement dire aux gens, nous verrons en 2017, revenez, d'ici là vous pouvez souffrir mille malheurs. Non, c'est maintenant qu'on peut changer les choses. Donc il faut être disponible, en même temps respectueux de la légalité institutionnelle de notre pays. Donc tout le temps disponible, vigilant dans les deux assemblées, et sur le terrain, organisant la symbiose entre l'action sociale et l'action politique, qui est en fait très nouveau en France. C'est quelque chose d'absolument nouveau, qu'on voit des bannières syndicales dans des meetings politiques, des militants politiques invités dans des réunions syndicales. En France, les choses bougent beaucoup. As you were saying, the socialists were elected on an anti-austerity platform, but now Hollande is effectively implementing his own austerity, and he's accepted the European Fiscal Pact, which has deflation built into it, as the only way to solve the crisis and resolve the problems of competitiveness in France and the debt and so on. And of course that's going on across Europe. So what's your economic alternative now to the austerity program that is being implemented by this government in France? Oui. Donc les socialistes français ont été trivialement, banalement, des menteurs et, à certains égards, des escrocs politiques. C'est-à-dire qui vendent une marchandise et quand vous ouvrez l'emballage, il y en a une autre dedans. Ils sont donc arrivés en disant qu'ils allaient faire
une politique anti-austérité, un effort partagé, qu'ils allaient renégocier le traité européen et provoquer une politique de croissance. Au lieu de tout ça, premièrement, M. Hollande a avalé d'un seul coup tout le traité Merkozy. Il n'a pas changé une ligne, une virgule. Et au début, il disait, nous avons renégocié, nous avons dit très bien, montrez-nous où. Est-ce qu'il y a un mot qui a changé? Non, rien. So what would the left front do now if it was in government, if you were in government? What Oui. policies would you implement now and how would you finance a growth package? La Banque centrale européenne devrait pouvoir prêter directement aux États. Et nous sommes la France. Je ne veux pas vous paraître arrogant, mais nous sommes dans d'autres conditions pour discuter que d'autres pays. Nous sommes la deuxième puissance économique du continent, la cinquième du monde. Nous allons être bientôt la première population européenne. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. On ne peut pas faire l'Europe qu'avec nous, mais on ne peut pas le faire sans nous. Nous avons donc le droit de dire à tous nos concitoyens européens, regardez-nous, nous les Français. Nous sommes jeunes. Nous sommes le peuple le plus jeune d'Europe. Nous avons besoin de travail à cause de notre système de retraite par répartition. Nous sommes donc dans la situation exactement inverse de celle de l'Allemagne, qui n'est pas un pays vertueux, qui est un pays pauvre pour les travailleurs et pour la jeunesse. Et un pays fragile, déstabilisé par le vieillissement de sa population et l'extrême spécialisation de ses productions. Et si nous ne pourrions pas rembourser, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Ce n'est pas grave. Les Américains ne remboursent aucune de leurs dettes. Ils se financent sans cesse. La dernière fois, ils ont auto-épongé 2800 milliards de dollars. Ils ne vous ont pas demandé votre permission ni la mienne. Par conséquent, l'Europe, qui ne doit rien à personne, si elle rachetait toutes ses dettes souveraines directement aux États, au lieu de donner de l'argent à des banques qui, elles, vont ensuite prêter aux États en multipliant par 2, par 3, par 4, par 5, par 17 les taux d'intérêt, eh bien d'abord ce serait plus raisonnable, et deuxièmement, quel serait l'éventuel risque? Quel serait-il? Un peu d'inflation? Mais que préférez-vous? Un peu d'inflation ou mourir? Je comprends les rapports de force. Je suis un homme raisonnable pour des relations civilisées. Mais une relation civilisée, c'est pas Monsieur Mittal décide de fermer la sidérurgie dans ma patrie. Une relation civilisée, c'est pas une bande de voyous, de Moody's ou de Standard & Poor's qui décident en descendant du taxi entre l'aéroport et l'hôtel que mon pays mérite d'être dégradé. Ça, ce ne sont pas des relations civilisées. Ce sont des relations de bandits, de voyous, de gens qui s'attrapent à la gorge au coin d'un bois et ne se respectent pas. Oui, il faut maintenant que les peuples se fassent respecter. C'est pour ça qu'ils ont besoin de gens comme nous. As you've been saying, I mean, the neoliberal model which crashed in 2008 Ouf, has been, bon débarras. has been seen to fail not only in Europe but all over the world. And Oui. people understand that this model of capitalism, even though they're trying to rebuild it, has been seen to be a failure. But at the same time, even if people can see that that's not working, many people think that the left has no systemic alternative of its own anymore. And so what's your answer to that? And what kind of socialism do you envisage in the 21st century? Oui. Quel est le socialisme du XXIe siècle? La question ne s'est jamais posée d'une façon dogmatique, théorique, abstraite. Quel monde préférerons-nous? Le monde où il y a des Pères Noël tous les jours, la semaine des 4 jeudis. Il ne pleut jamais, mais il y a de l'eau dans les rivières. Bien sûr, mais le socialisme n'a pas à être une utopie. Il est une réponse concrète à des problèmes concrets. Quel est le socialisme du XXIe siècle? C'est celui qui répond aux besoins de l'intérêt général humain, dont l'article 1 est la conservation de l'écosystème qui rend possible la vie humaine. Voilà, ça c'est un programme de travail, il y a du boulot. Mais cela signifie qu'il y a un intérêt général plus fort que l'intérêt particulier. Et ça, c'est le fait nouveau que la crise de l'écosystème met à l'ordre du jour. Il y a un intérêt général humain. Qu'est-ce que le socialisme du XXIe siècle?
la satisfaction de l'intérêt général humain. Thanks very much, Jean-Luc.